Bonjour. Très souvent, et je n'ai cessé de le constater au cours des années, un événement fortuit, inopiné, totalement imprévisible, bouleverse radicalement le cours de l'histoire. Ainsi, comment aurait-on pu imaginer, en 1131, que la rencontre malencontreuse avec un cochon, d'un jeune prince, beau et intelligent, proche des gens, aux idées novatrices, et qui, au dire de tous, ferait un très grand roi, allait changer en quelques minutes sa destinée et celle de la France. Pour vous faire vivre cette histoire singulière, je vous invite à plonger avec moi au cœur du XIe siècle, dans la France du roi Louis VI le Gros. C'est l'euphorie à Senlis, dans l'Oise, berceau de la dynastie capétienne, en ce jour de Pâques 1120. Au château royal, dont il ne reste aujourd'hui que quelques ruines, situé au carrefour des forêts d'Ermenonville et de Chantilly, le prince Philippe de France, fils aîné du roi Louis VI le Gros et d'Adèle de Savoie, est officiellement désigné comme successeur de son père. Il n'a que 4 ans, mais c'est un enfant vif et très intelligent qui a parfaitement conscience de l'importance de ce jour. Il sait déjà ce que l'on attend de lui. Son père lui porte une profonde affection et lui donne la meilleure éducation possible, car un jour il lui succédera sur ce trône. On possède très peu de portraits d'époque formellement authentifiés de Louis VI le Gros. Il faut donc se contenter des rares détails fournis par les chroniques. On peut y lire que c'était un homme corpulent, d'où son surnom, de figure agréable, mais avec un teint blême que ses contemporains attribuaient au poison soigneusement dissous dans ses boissons par sa charmante belle-mère, Bertrade. À 46 ans, son obésité l'empêchait déjà de monter à cheval. Grand chasseur, gros mangeur, facilement querelleur et de caractère indépendant, il eut une jeunesse très agitée et ne se décida à se marier qu'à 35 ans pour céder aux abjurations pressantes de ses proches et des évêques. À en croire Yves de Chartres, l'évêque de cette ville, au cœur de la Beauce, il était grand temps que le mariage vînt à s'agir. Adèle de Savoie, qu'il épousa à contre-cœur, était la nièce du pape Calixte II. C'était une femme très laide et acariâtre, mais elle lui donna 9 enfants, dont 6 fils, assurant ainsi l'avenir de la dynastie. Louis VI était assez humain, ce qui, à cette époque, mérite d'être souligné. Très simple de manière, il avait une bonhomie naturelle et une grande générosité. Mais ce n'était pas un politique. Il cédait trop aisément aux influences de cour. En fait, c'était d'abord un soldat qui combattit sans relâche jusqu'à sa mort pour s'imposer et enraciner de façon pérenne la dynastie capétienne. Il fut d'ailleurs surnommé aussi le batailleur. Véritable athlète au début de son règne, il se battait corps à corps dans les mêlées. Et un jour, il proposa même au roi d'Angleterre et duc de Normandie, Henri Ier, de vider leurs innombrables différends par un combat singulier. Toutefois, au fil des années, il dut s'assagir et s'entourer de conseillers désintéressés et habiles administrateurs, comme son cousin germain Raoul, comte de Vermandois, très brave et très dévoué, et le moine Sugère,
un simple clerc de l'église de Paris, fils de paysan, qui était arrivé par la seule force du mérite et de l'estime publique. Sugère fut son camarade d'école à l'abbaye de Saint-Denis, dont il deviendra d'ailleurs abbé et administrateur. Il travaillera avec détermination et persévérance pour la monarchie, et il parviendra à débarrasser la cour capétienne des éléments féodaux qui la troublaient. Il faut savoir qu'au début du règne de Louis VI, le domaine qui appartenait au roi se réduisait au duché de France, s'étendant de Paris à Orléans, le reste étant aux mains des vassaux du roi qui se conduisaient parfois en véritables tyrans dans leur seigneurie. Ne voulant point de maître, ils étaient pour la plupart rebelles à l'autorité légitime. C'est ce qui explique que, lorsqu'il devint roi, Louis VI ne pouvait guère s'aventurer sans escorte au-delà de 3 lieues de Paris. Il s'efforcera, durant tout son règne, de détruire méthodiquement les repères de ces seigneurs brigands du bassin parisien, tels Hugues de Puisé, que suggère comparer à un chien furieux qui mord et déchire tous ceux qui ont le malheur de le rencontrer, ou encore Thomas de Marle, sire de Coucy, dont la cruauté raffinée épouvantait la population et qui était excommunié tous les dimanches dans toutes les paroisses du pays. Il fallut à Louis pas moins de 35 ans de guerres incessantes pour parvenir à les mettre hors d'état de nuire. Il réussira ainsi à agrandir le domaine royal, mais à quel prix? Je crois que l'on peut dire que jamais souverain au Moyen-Âge ne paya plus souvent et plus vaillamment de sa personne. Le pays verdoyant et accidenté qui s'étend sur la rive gauche de la Seine, avec les riantes vallées de l'Eure, de l'Yvette et de l'Essonne, lui donna plus de mal que tout le reste du domaine royal. Par ailleurs, il lui fallait toujours rester sur ses gardes, car à peine l'armée royale se retirait de leurs terres, ces ignobles criminels recommençaient à terrifier le pays. Le roi d'Angleterre, celui-là même qu'il avait voulu affronter en combat singulier, ne manquait pas de soutenir ces seigneurs qui personnifiaient les excès les plus odieux du régime féodal. En 1115, Louis le Gros prit sous sa protection Guillaume Cliton, qui avait été dépouillé de la Normandie, et entreprit même de le rétablir dans ce duché. Mais l'Angleterre était devenue très puissante, et malgré toute sa vaillance, Louis fut battu au combat de Breneville en 1119. Sa maxime était alors qu'il vaut mieux 1000 fois mourir avec gloire que vivre sans honneur. On raconte que dans sa déroute, un Anglais saisit la bride de son cheval en criant « Le roi est pris !»« On ne prend jamais le roi !» aurait répondu Louis avec le plus grand sang-froid, « pas même au jeu d'échecs !» Et, d'un coup de sa hache d'armes, il l'abattit mort à ses pieds. Ce fait d'armes, quelquefois contesté, est tout à fait authentique, mais je pense qu'il eut lieu en réalité au gué de la Seine à Paris, vraisemblablement en 1111. Quoi qu'il en soit, et en dépit du drame qui bouleversa l'Angleterre, à savoir le naufrage de la Blanche-Nef, au cours duquel le roi d'Angleterre perdit toute sa famille et la fleur de sa noblesse, Louis le Gros dut s'incliner et se retirer de la Normandie, où il avait commencé à s'installer, devant l'armée anglaise. En revanche, il parviendra à réunir au domaine de la couronne le duché de Guyenne,
que le duc Guillaume IX d'Aquitaine, avec lequel il avait noué des relations amicales, lui laissera par testament avant de mourir, en le chargeant de veiller à sa fille Aliénor et de lui trouver un mari. Quand Louis VI ouvrit ce testament, il crut apercevoir aussitôt, en filigrane, l'énorme tache qu'inscrivaient sur la carte de France les domaines de Guillaume IX, tout le sud-ouest jusqu'aux Pyrénées. C'était énorme. Il avait peine à le croire. Toutes ces terres, riches et fertiles, elles lui revenaient donc à lui, et sans combattre, par le seul miracle de l'amitié. Ah, c'était un cadeau du ciel pour ce roi bon et vertueux, qui, bien qu'étant d'abord soldat, n'aimait pas la guerre, même s'il fut obligé de se battre pour préserver son trône et renforcer la monarchie. Les dernières années de sa vie, envahi par l'obésité, presque incapable de se mouvoir, désespéré de ne plus satisfaire à ce besoin d'activité physique qui le dévorait, Louis VI confia, en gémissant, à quelques intimes. « Ah, quelle misérable condition que la nôtre, ne pouvoir jamais jouir en même temps de l'expérience et de la force. Si j'avais su, étant jeune, si je pouvais, maintenant que je suis vieux, j'aurais soumis bien des empires. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, écrira 400 ans plus tard l'humaniste et linguiste Henri Étienne. Pour en revenir au petit prince Philippe, c'est l'abbé Sugère qui fut chargé de son éducation. Une éducation animée par le souffle monastique, initié par Bernard de Clairvaux, qui gouverna la chrétienté d'Occident de 1125 à 1153. Il faut savoir que Bernard de Clairvaux condamnait fermement l'attachement aux intérêts temporels de nombreux cardinaux et dignitaires de l'Église qu'il décrivait comme des satrapes, dévorés d'ambition et de cupidité, et qui préfèrent les grandeurs à la vérité. S'adressant à Louis VI le Gros, Bernard rappelait volontiers que la dignité dont il était revêtu ne l'empêchait pas d'être un homme, c'est-à-dire un être nu, pauvre, misérable, fait pour le travail et non pour les honneurs. Louis VI et Sugère s'efforçaient de mettre en pratique ces principes de Bernard de Clairvaux et ils les inculquèrent au prince Philippe. Néanmoins, ils étaient confrontés à une vision de la France qui n'était pas exactement la leur. L'abbé de Clairvaux était exclusivement dominé par l'idée religieuse et ne se plaçait pas au point de vue des progrès de la dynastie capétienne, ni des intérêts de la nation française. Bernard n'entendait représenter aucune nationalité spéciale. Il ne personnifiait que l'Église universelle du Moyen-Âge régénérée par les moines. Il était au-dessus de l'idée dynastique et nationale, et au fil des années, il commença tout naturellement à s'opposer à celle de Sugère, si étroitement liée à la famille régnante et à la nation française. Déjà, dans certains passages de la vie de Louis le Gros, de Sugère, le sentiment encore mal défini de l'unité de la patrie française commence à poindre. Rien de semblable n'apparaissait dans les écrits de Bernard. Avec intelligence et habileté, Philippe, enfant, sut concilier l'humilité et la simplicité dans sa vie personnelle avec la grandeur et l'éclat qu'il jugeait nécessaire pour un roi dans sa vie publique et pour la France. Sa grande maturité
et rapporté par Sugère qui considérait que c'était un don du ciel. Peu à peu, les portes du château de Senlis s'ouvrent devant lui, et l'enfant, émerveillé par la nature, commence à grimper sur les rochers, traverser à la nage les rivières, bêcher la terre, porter des fardeaux et courir pieds nus dans la neige en plein hiver et nu-tête au soleil de l'été. Mais il reste surveillé de près par Sugère et plusieurs hommes en soutane, chargés de veiller sur lui, car le grand jour approche. Le 14 avril 1129, il est sacré et couronné dans la cathédrale de Reims par l'archevêque Renaud de Martigny. Philippe a alors 14 ans. Durant la dynastie des Capétiens, à la mort du roi, il y avait toujours des problèmes de succession. C'est la raison pour laquelle Louis VI avait décidé du sacre précoce de son fils. Dès lors, les chartes qualifient celui-ci de Philippus Rex Junior ou Philippus Jam Coronatus. Mais au même moment où Philippe devenait officiellement roi de France aux côtés de son père, le pays devint la proie de ceux que l'on appelait alors les bidots, des brigands généralement ivres qui se répandaient quelquefois dans les rues des villes, pénétrant dans les maisons, brisant coffres, huches, armoires, dépouillant les bourgeois, violant les femmes. De patron, c'est de cogner. Ils donnent maintes dures grogniers, prennent pots et cruches, rompent sacs et huches, mangent viande qui au feu bouille, paysans tuent, femmes dépouillent, et mettent les maisons en braise. De toutes parts les feux en pâte, la flamme embrase les toitures. Écrit le poète Guillaume Guyard. Ces hommes, avides de pillage, crurent profiter du fait que Louis avait toute son attention occupée par ce grand événement pour exercer impunément leur brigandage. Le prince Philippe s'en émut aussitôt et interpella son père et l'abbé Sugère. Malgré son jeune âge, il obtint leur autorisation pour aller combattre en personne ces bidots et les empêcher de nuire. Les meilleurs capitaines de l'armée de son père l'accompagnèrent et ses soldats les plus vaillants. Après plusieurs interventions et de nombreuses arrestations, le calme fut rétabli et la population des villages et des campagnes de la Beauce acclamèrent avec enthousiasme le prince Philippe, le bien-aimé, qui assurément ferait un bon et grand roi, et bien entendu Louis le Gros, que le ménestrel de Reims appellera alors Louis le Justicier. Ainsi commença à se réaliser le type de cette royauté bienfaisante qui trouvera plus tard, dans une alliance définitive avec les classes d'en haut, avec les classes d'en bas, plus exactement, les moyens les plus sûrs et les plus rapides de vaincre les résistances d'en haut. Moins de 3 ans plus tard, en 1131, le 13 octobre, le prince Philippe, devenu un beau jeune homme séduisant, se déplace avec quelques compagnons dans les rues de Paris, chevauchant son destrier. C'est un excellent cavalier qui a fière allure, mais comme il approche de l'hôtel de ville, rue de Martroi, son cheval fait une soudaine embardée, et Philippe tombe la tête la première sur un pavé. Puis le cheval tombe à son tour lourdement sur lui. Philippe est rapidement transporté dans la maison d'un ferronnier, et il reçoit immédiatement des soins qui s'avérèrent inutiles. Accourut aussitôt le roi, la reine Adélaïde, Sugère, plusieurs prélats, quelques barons, assistent impuissants à son agonie qui dura moins de 2 heures. Il meurt finalement dans un dernier râle,
sans avoir pu prononcer une seule parole. Sugère s'écria alors avec emphase: ce que furent alors la souffrance et la désolation de son père, de sa mère et de tous les grands du royaume, Homère lui-même ne parviendrait pas à l'exprimer. Au dire des contemporains, une douleur immense allait saisir aussi le peuple, car, comme nous l'avons vu, il était très aimé et bénéficiait d'un immense crédit auprès de lui. Tous furent consternés de douleur, tout le monde poussait des cris, pleurait, se lamentait, rapportera également Sugère, qui insiste particulièrement sur la désolation générale. Ce jour-là, ce funeste 13 octobre 1131, on peut dire que, d'une certaine façon, le destin de la monarchie capétienne et du royaume de France prit une voie nouvelle. D'autant plus que plusieurs circonstances allaient donner un caractère pathétique à cet événement et une dimension peu ordinaire, gravissime même pour la dynastie capétienne, dont je rappelle qu'elle succéda en 987 avec l'élection au trône de France de Hugues Capet aux Mérovingiens et aux Carolingiens, d'où son appellation de troisième race. Une dynastie capétienne dont l'autorité était encore fortement contestée. Pourquoi cette dimension gravissime? Peut-être d'abord parce que l'événement se produisit au moment même où le pape Innocent II se trouvait en France. Il venait en effet de réconcilier Louis VI et Henri Ier d'Angleterre et s'apprêtait à ouvrir à Reims un concile général de l'Église destiné à mettre un terme au schisme qu'il a déchiré depuis la mort du pape Honorius II en février 1130 et de destituer l'antipape Anaclète II, élu par le peuple romain et manipulé par la puissante famille des Pierre-Léonie. Ensuite, parce que le prince Philippe n'était pas seulement le fils aîné du roi de France, mais qu'il était lui aussi roi de France, ou du moins, comme on l'a vu, roi associé depuis Pâques 1120 et plus encore depuis son couronnement à Reims en avril 1129. Il était en quelque sorte une sorte de second roi. Enfin et surtout, parce que sa mort n'était pas due à une simple chute de cheval. En effet, un animal qui, effrayé, s'était jeté dans les pattes du destrier royal et mit fin ainsi aux espoirs d'avenir rayonnants du prince, est directement responsable de cette chute mortelle. Un animal peu valorisant, gyrovague, c'est-à-dire jouissant d'une mauvaise réputation, comme ces moines itinérants qui erraient en mendiant de province en province. Un animal qui remplissait à cette époque, comme tous ses congénères, la fonction peu gratifiante des boueurs en zone urbaine, et qui était considéré au Moyen-Âge comme une bête impure. Vil, symbole de saleté, de gloutonnerie et de péché en général. Le cochon. Un cochon. Vous imaginez? Un vrai tour de cochon pour un beau jeune homme promis un si bel avenir. Et puis, tué par un cochon, un quasi-roi de France. Quelle mort honteuse, infâme! Si encore l'animal en question avait été un sanglier et que l'affaire se soit passée lors d'une chasse, le mal aurait été moindre. Mais un cochon qui pour l'Église figurait en bonne place dans le bestiaire de Satan. Le cochon, c'était alors l'animal diabolique par excellence. L'abbé Sugère relate les détails de l'événement dramatique dans sa chronique du règne de Louis VI,
Vita Ludovici Grossi, écrivant notamment: un porc, véritable envoyé du drame, se mit en travers de son chemin et heurta le cheval qui tomba lourdement. Le cavalier fut projeté sur une grosse pierre, piétiné, puis écrasé par le corps du cheval. C'est d'ailleurs à Sugère que l'on doit, pour notre cochon régicide, cette désignation Porcus diabolicus. Qu'est-il devenu de lui après ce drame? Fut-il jugé et pendu comme on le faisait alors, généralement, pour les cochons criminels? En fait, on ne le sait pas vraiment, et il faut se contenter d'examiner les hypothèses les plus vraisemblables, qui sont au nombre de 3. On peut imaginer d'abord que, très effrayé, il se soit sauvé dans les ruelles étroites du quartier de l'hôtel de ville. Ou bien, seconde hypothèse, qu'il ait été abattu par les hommes accompagnant le prince. Enfin, la troisième hypothèse amène au procès d'animaux dont je vous parlerai dans un prochain récit. Selon certains chroniqueurs, notre cochon régicide aurait été capturé, enfermé, livré à la justice des hommes et condamné à mort après un procès en bonne et due forme. Si ce procès eut lieu, on peut imaginer qu'il ne put échapper à l'échafaud ou au bûcher. Je n'ai trouvé cependant aucun document probant attestant toutefois cette hypothèse. Ce qui est sûr, c'est que si procès et condamnation il y eut, cela se fit très discrètement. Ce n'est qu'à partir du XIIIe siècle que les procès de cochons attireront foule et que les jugements écrits furent systématiquement conservés et nous sont d'ailleurs pour la plupart parvenus. Par ailleurs, en 1131, si procès il y eut, il ne fut nullement médiatisé, comme l'on dirait aujourd'hui. Ce n'était pas, bien évidemment, l'intérêt du roi et de la dynastie capétienne. On parla pendant des années encore de l'accident de l'infortuné prince Philippe, mais le cochon régicide fut rapidement occulté. J'ai découvert toutefois dans un manuscrit datant des années 1130 et évoquant le procès et l'exécution d'un cochon à Paris, la mention de Porcus diabolicus, formule qui, comme je l'ai indiqué, avait été prononcée par l'abbé Sugère pour qualifier le cochon régicide. On peut donc penser que c'est bien lui qui fut jugé et condamné. Mais nous n'en avons cependant aucune preuve tangible. À propos de cette mort honteuse, cette mort infâme du prince Philippe, elle posa aussitôt un énorme problème à la dynastie capétienne. Elle la souillait de manière indélébile. Elle souillait ses représentants actuels, mais aussi leurs descendants. Et il faut savoir que, étymologiquement, cette mort nuit à la fama, c'est-à-dire au renom ou à l'honneur d'une personne ou d'un groupe de personnes. Le premier souci de Louis VI et de Sugère fut donc d'essayer de laver au plus vite cette mort qui pouvait être considérée par beaucoup comme une volonté divine, d'autant plus qu'elle soulevait un grand nombre de questions, comme celle-ci, glaçante. Par cette mort épouvantable, Dieu punirait-il les Capétiens, qui n'étaient pas tous de petits saints? Rien n'est moins sûr. Sans doute avait-il trop souvent péché. Souvent, il faut bien en convenir, ils eurent maille à partir avec l'Église, et plusieurs même furent excommuniés. Dans les églises du domaine royal, certains prélats ne se privaient pas de le rappeler haut et fort. Il faut rappeler que
Nous sommes à une époque où l'Église se renforce considérablement, impose ses systèmes de valeurs, devient omniprésente et qu'un roi, même tout-puissant, s'il veut asseoir son autorité de façon pérenne, doit nécessairement s'incliner devant ses volontés. Mais les petites gens, eux, ne se posent pas de questions comme les lettrés et les hommes d'Église, et tous les chroniqueurs notent qu'une immense affliction saisit le peuple lorsqu'il apprend le drame, car Philippe était très aimé et extrêmement populaire, comme nous l'avons déjà dit. De son côté, le pape Innocent II, aussitôt prévenu de cette mort infâme du prince Philippe, ne hurle pas avec les loups. Bien au contraire. Il se rend aussitôt auprès de Louis VI pour lui apporter son soutien et le rassurer. En fait, il faut dire qu'il a besoin de lui pour pouvoir se réinstaller à Rome, d'où Anaclète l'avait chassé. C'était en somme du donnant-donnant. Innocent II effacera donc la souillure qui tache Louis VI et ses successeurs, pourvu toutefois qu'ils soient d'une loyauté indéfectible avec l'Église. Tous les moyens seront employés par Louis VI pour retrouver les grâces divines et celles du pape. C'est ainsi que deux symboles fondamentaux seront adoptés par la monarchie capétienne, le lys marial et le bleu céleste. Ces deux emblèmes ont la particularité de symboliser la pureté et de se rattacher à la Sainte Vierge. Sous le patronage de la Mère du Christ, la monarchie française allait ainsi se différencier des autres et surtout, au fil des années, parvenir à se positionner comme la fille aînée de l'Église, et ainsi effacer peu à peu la souillure apportée par la mort de Philippe. Dans l'immédiat, les jours qui suivirent la mort du prince Philippe, Louis VI prit des dispositions pour que les rues de Paris, qui étaient privées de pavage, ne soient plus des bourbiers remplis d'ordures, et que les chiens et surtout les cochons ne déambulent plus librement dans les rues des villes. Il défendit notamment aux propriétaires de laisser sortir leurs pourceaux, sous peine de les voir confisqués et au profit du bourreau. Cette interdiction ne tarda pas à être oubliée, et Louis IX en 1261, ou encore Charles V en 1667, en 1369 plus exactement, se virent obligés de la renouveler. Et c'est donc qu'il faut donc attendre 1667 pour que des amendes conséquentes et des séjours au cachot du Châtelet, en cas de récidive, permirent à l'interdiction d'avoir force de loi. Mais les conséquences du drame de la rue du Martroi furent d'abord politiques. Première de ces conséquences, Louis, le frère cadet de Philippe, âgé de 11 ans, fut appelé par le roi, à son grand désespoir, car il souhaitait être moine. Mais on ne lui laissa pas le choix. Il serait roi. Il serait roi, qu'il le veuille ou pas. Il fallait surtout ne pas perdre de temps. Mais Louis VI n'oubliait pas non plus son engagement envers feu son ami Guillaume, duc d'Aquitaine, celui de marier Aliénor à un prince digne d'elle. Aliénor était très belle, avec d'immenses yeux verts limpides. Et, je cite Matthieu Paris, moine, écrivain et hagiographe du XIIIe siècle, une bouche admirable et un regard doux et affable. Et Matthieu Paris d'ajouter, elle ravissait par son extrême beauté le corps et l'âme, ou l'esprit et le cœur de ceux qui la voyaient. Sa beauté n'avait d'égal que son intelligence et sa lucidité pénétrante, un tantinet moqueuse. Louis VI eut beau chercher autour de lui un prince digne d'Aliénor, il ne trouva rien de mieux pour elle
que le nouvel héritier de la couronne de France, son fils cadet Louis, et en plus il était un peu jeune. On attendrait 5 ou 6 ans. Le mariage sera l'un des moyens les plus sûrs utilisés par les Capétiens pour accroître leur domaine. Louis VI ramena donc Aliénor à Paris, où elle fut applaudie par les Parisiens, qui apprécièrent aussitôt son éblouissante beauté. Le mariage fut rapidement décidé, et il se déroula en 1137 dans la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Mais Louis VI n'eut pas le temps d'y assister, il mourut quelques jours avant celui-ci, avec toutefois la conscience apaisée. Il avait bien œuvré, il avait donné, sans qu'il lui en coûte rien, l'Aquitaine à la France et sa plus jolie princesse à son fils. Sugère fut le premier à se réjouir de ce mariage. La mort infâme du prince Philippe semblait bien oubliée. Ainsi, il faut bien le dire, que Philippe lui-même. Hélas, le conte de fées ne dura guère. Très vite, Aliénor jugea Paris bien terne aux côtés de la riante Aquitaine et du vert Poitou. Elle le trouva bien sombre, bien triste, le palais de la cité, avec ses fenêtres étroites, qui n'étaient en fait que de simples fentes ouvertes au sein d'énormes murailles. Quant au roi Louis, son époux, devenu Louis VII, il n'avait rien de joyeux de rire. L'incontournable Sugère, vieilli mais toujours solide, l'avait pris en main et le gouvernait tout entier, veillant à ce qu'il conserve ses principes de dévotion que rapidement Aliénor estima outrés. Il lui arriva de plus en plus de dire « J'ai épousé un moine, non un roi !» Ce qui nous permet d'imaginer bien des choses, sachant qu'elle s'ennuyait de plus en plus et qu'elle était de nature chaude. Des idées tendres et frémissantes, celles de l'amour courtois chanté par les troubadours de sa cour d'Aquitaine, revinrent dans son esprit, des idées que le bon Louis VII était en peine de comprendre et encore moins de partager. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Elle accompagna son époux à la croisade, la deuxième du nom, qui fut d'ailleurs calamiteuse, sauf peut-être pour elle. Les nuits d'Orient sont douces, l'air y est embaumé, les viols et les harpes jouent sous les étoiles de tendres mélodies. Aliénor fut accusée d'adultère avec un seigneur arabe à la cour d'Antioche, rapportera Matthieu Paris. On connaît la suite. Les relations ne cesseront de s'envenimer dans le couple. Et en 1151, Louis finira par répudier Aliénor, qui ne pouvait lui donner d'héritier mâle. L'année suivante, âgée de 30 ans, elle se remariait avec Henri Plantagenet, comte d'Anjou, qui deviendra roi d'Angleterre en 1154, à l'âge de 19 ans, sous le nom de Henri II. Je suis persuadé, comme quelques historiens médiévistes, que cette séparation de Louis et d'Aliénor, une lourde erreur de Louis, et ses funestes conséquences, comme la privation pour la France de l'immense duché d'Aquitaine qu'Aliénor avait apporté en dot à Louis, puis le mariage d'Aliénor avec Henri Plantagenet, sont à l'origine d'une première guerre de 100 ans. À croire presque, me direz-vous, que le cochon régicide avait été à la solde des Anglais. En tout cas, je dirais, plus sérieusement, qu'il eut une responsabilité directe dans le déclenchement de la guerre de 100 ans.
Sans vouloir le charger de tous les maux de la terre, je voudrais par ailleurs rappeler, une fois encore, que Louis VII, dit le jeune, puis le pieux, n'était pas prédestiné à une carrière royale. C'est, ne l'oublions pas, son frère Philippe qui aurait dû régner si ce maudit cochon n'avait pas provoqué sa chute ce fameux 14 octobre 1131. Son père avait réservé au cadet une carrière monastique qu'il souhaitait et semblait d'ailleurs lui convenir à merveille, car il était austère de caractère et d'une piété rigoureuse, ascétique même. C'est donc, comme on l'a vu précédemment, contraint et forcé qu'il monta sur le trône. Son inexpérience et sa faible préparation à l'exercice du pouvoir expliquent probablement les nombreux désastres de son règne, malgré les conseils de Sugère qui prit conscience au fil des années que la piété excessive du roi, confinant à de la superstition, lui fabriquait de gigantesques œillères et l'empêchait de porter des jugements objectifs dans tous les domaines. Par ailleurs, naïf et maladroit, mou dans ses décisions, on comprend qu'il s'était mal accordé avec le caractère d'Aliénor, fort et sensuel. Certes, si on fait le bilan de son règne, tout n'est pas négatif, loin de là, et il serait injuste de ma part de l'accabler. Il consolida le pouvoir royal dans les provinces, transforma l'agriculture, accorda des privilèges aux communes rurales et émancipa un grand nombre de serfs. Mais je ne peux m'empêcher toutefois d'imaginer ce qu'aurait pu être le règne de son frère Philippe, qui, à l'inverse de Louis, était parfaitement préparé à régner et qui possédait toutes les qualités requises: intelligence, sagesse, fermeté, grande ouverture d'esprit. Il aurait pu être, j'en suis persuadé, un très grand roi. Cette rencontre funeste avec ce cochon, Porcus diabolicus, même si le pauvre animal n'y fut pour rien, changea, d'après moi, de façon radicale, le cours de l'histoire. Comme dans une chute de domino, les petites causes peuvent produire de grands effets. C'est ce que nous enseigna fort justement le philosophe Pascal dans ses pensées. Ah, si le nez de Cléopâtre eût été plus court. Je vous remercie.